Ça fait depuis 2018 que je milite. Je n'aimerais pas le parti politique pour lequel je suis chef, parce que l'objectif, c'est d'unir tout le monde. Mais il y a une chose que j'ai fait avec mon équipe de ce parti politique-là en 2018, c'est de dire qu'on ne devait pas s'asseoir entre deux chaises et qu'on n'allait pas travailler à faire les guidounes avec les médias et qu'on allait aller sur les réseaux sociaux pour parler à nos gens. That's it. Et la stratégie porte fruit. Parce que vous êtes des milliers de personnes et non pas juste des dizaines et des centaines à être présents. Bravo! Rocco Galati va déposer son injonction pour bloquer les masques en Ontario à la fin août. Et ça va probablement être une décision qui va se prendre de la part des juges dans le mois de septembre. Et on a vraiment un bon avocat, Rocco Galati, et on a des bons experts en Denis Rancourt. Et leur victoire va nous permettre, ici au Québec, de copier le modèle et de gagner au Québec. Soyez patients, OK? Donc, il faut être consignant et parler de la notion de pro-choix. Alors, si on parle de l'injonction concernant la vaccination, on est présentement en train de travailler là-dessus et ça va être prêt le 25 août. C'est quand même bien. La loi 61, qui est une gouvernance par décret de façon indéterminée. C'est ça une dictature. C'est ça une dictature. Avec des contrats aux amis, sans reddition de compte, sans appel d'offres. C'était complètement bordélique. Il y a un élément qui s'est passé le 8 juin. On a déposé une poursuite, ils ont chié dans les culottes et ils ont reporté de 4 mois. Fait qu'on a le temps de s'organiser. Ce qui est important, OK, oui, c'est de bloquer les décisions du gouvernement actuellement, mais c'est surtout de prévoir ce qu'on veut comme société, parce que c'est facile de chialer, mais ça prend des outils, puis il faut savoir où on s'en va. Alors, pour savoir où on s'en va, il y a des principes sur lesquels j'ai réfléchi. Alors, sachez que dans toute société qui se respecte et qui veut vraiment donner le pouvoir au peuple, on se doit d'avoir des référendums d'initiative citoyenne. Si on avait eu ça, on aurait signé une pétition, on aurait débattu ce qui existe plus au Québec, le débat, et on aurait tranché sur la loi 61, on aurait dit « Fourrez-vous-la dans le cul! » Référendum d'initiative citoyenne. Le deuxième principe, pour avoir un peuple qui est vraiment souverain, c'est d'être en contrôle de sa monnaie. Et les gens, ça, ne le savent pas. Mais la monnaie que vous avez entre les mains, c'est une dette-monnaie. Il faut avoir une monnaie citoyenne garantie par nos richesses naturelles. Et il ne faut pas que ce soit de la dette, parce que vous savez, s'ils cessent de créer de la dette, il n'y a plus de monnaie en circulation. Il faut revenir au principe de base d'une monnaie contrôlée par les citoyens et non pas par les oligarques. Alors, merci de votre patience, OK? Je vais vous parler un petit peu des principes de base qui vont faire en sorte qu'on peut s'en sortir comme collectivité. Le premier principe, OK, il y a 9 points d'ancrage. La responsabilisation individuelle. C'est super important de comprendre que vous êtes des êtres souverains de votre personne, OK? Et qu'on délègue les pouvoirs à des administrateurs qu'on appelle des politiciens de carrière. Mais ça, des carriéristes politiques, on n'en veut plus. Le deuxième principe, c'est l'anti-carriérisme politique. On ne devrait jamais faire une carrière en politique. On devrait être là pour servir le peuple et y aller. Je pense qu'il y a deux discours, hein? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui l'autre bord? Je sais pas. Je pense que c'est toi en écho. C'est toi en écho. Ben voyons donc. Oui. C'est mon écho qui parle! Incroyable. Alors, tout va contre nous, hein, mais c'est pas grave. Non, ça va. Ce qui est important aussi, c'est la décentralisation des pouvoirs. Il faut absolument décentraliser les pouvoirs vers les citoyens. Donc, le pouvoir doit se rapprocher au niveau local. On donne un maximum de pouvoir au niveau local. Et lorsqu'on n'est pas en mesure d'effectuer les pouvoirs sur le plan local, on monte d'un niveau. Alors ça, c'est très important.
On doit vivre dans une société où on a le droit à la liberté d'expression, mais la liberté d'expression, c'est le droit de s'exprimer et d'être entendu. Je ne peux pas comprendre qu'on paye des taxes et que ces gens-là ne nous laissent pas la parole. C'est incroyable. C'est la raison pour laquelle on les a poursuivis avec Rocco Galati. Ce qui est important aussi, c'est la protection du citoyen. Comment se fait-il que les avocats et les politiciens prêtent allégeance à la reine? Il faut prêter allégeance au peuple. Oui. Un avocat, un juge et un politicien se doivent de prêter allégeance au peuple. C'est tout. Pouvoir au peuple. 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 Ce qui est important aussi de comprendre, c'est que les textes de loi fondamentaux doivent être rédigés et approuvés par référendum par le peuple. On parle d'une constitution, mais non seulement d'une, mais de plusieurs constitutions régionales. Pourquoi? Parce qu'en dictature, on va pouvoir aller dans la région qui a choisi la liberté. Il faut diversifier son risque, c'est très important. Le dernier point, je vous le répète, ça nous prend des référendums d'initiatives populaires qui font en sorte que lorsqu'on tente de nous enlever nos droits et libertés, qu'on signe des pétitions, qu'on débatte et qu'on tranche. Pouvoir au peuple, mes amis. Pouvoir au peuple. Je me suis adjoint les services de bons collaborateurs. Et je voudrais saluer Dominique Prudhomme, qui a été vice-chef pour le parti. Je voudrais également saluer Stéphane Lévesque, qui est présentement encore sur l'exécutif du parti, parce que ça, c'est des gens qui m'ont marqué, puis Régent Couture aussi, qui est l'agent officiel. Alors, ces gens-là m'ont permis, au niveau du noyau, de lever un parti avec 56 candidats en l'espace de 2 mois. C'est une belle réalisation. Puis, on est allé en élection et il y a eu Dan Pilon aussi, en passant, qui est un ancien candidat qui s'est joint à l'équipe. Puis, au niveau marketing, il a fait lever ça, là, parce qu'il a géré la page. Puis, on a eu tellement de plaisir. Et Alexis Cossette-Trudel aussi, qui a été candidat. Donc, c'est toutes des gens... Dans la même année que toi? Oui, c'est 2018. Okay. Donc, en passant, la crise est arrivée, le noyau était déjà formé. Avec des anciens de Citoyens au pouvoir. Et Citoyens au pouvoir a été le véhicule qui nous a amenés à la fondation, à la concrétisation, puisqu'on a été le seul parti politique qui s'est levé pendant la crise, qui a dit c'est assez, puis il va falloir qu'on cesse d'avoir peur, puis qu'on agisse, puis qu'on protège les citoyens, parce que la protection du citoyen, c'est un point d'ancrage de Citoyens au pouvoir. Nous, on est des gens de principe. On a travaillé en équipe, puis l'idée est venue d'une fondation. Il y a des gens qui peuvent penser peut-être sur le terrain qui peut avoir apparence de conflit d'intérêts, le fait que tu sois président et du parti et de la fondation. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Éventuellement, mon objectif, c'est d'avoir une équipe assez solide, parce que la question que je me suis toujours posée, c'est qui va prendre ma place? Citoyens au pouvoir ou dans la fondation? Non, dans la fondation. Dans la fondation. Bon, l'objectif de la fondation, puis je vais en revenir avec le lien du conflit d'intérêts. Pour pouvoir défendre les droits et libertés au Québec. Au Québec. Bonne question. Alors, le Québec fait partie du Canada. Le dépôt va aller en Cour suprême. C'est 100% sûr. Parce que si Galati gagne, le gouvernement d'Ontario et du Canada qui le poursuit va vouloir aller en appel et vice-versa. Et ça va aller en Cour suprême. Puis après ça, ils vont statuer. Gagner en Cour suprême, ça protège tous les Canadiens sur la loi des mesures d'urgence, son caractère excessif et également son caractère inconstitutionnel. Donc, ça, on vient de régler Maître Galati. À 2 jours où on devait avoir une date d'audience, le dépôt du 8 juin, je peux vous dire, parler à la communauté d'avocats du Québec, ils me disent qu'on a shaké les colonnes du temple. Les colonnes du temple. Et ça, pour moi, de l'entendre, ça me fait drôle, mais en même temps, je suis content. Je suis content. Et puis, on me le dit, puis c'est des perceptions. Ça, mais si ça vient de l'interne, à la fois du gouvernement
Et au niveau de la communauté légale, ben pour moi, c'est un velours de dire, bon, au moins, on a fait reculer la loi 61 de 4 mois. Ouais. Et oui, ça a coûté 126 000 $ mais le pourvoi, il appartient à la Fondation. Il peut être repris par un autre avocat. Je comprends. Ouais. Le conflit d'intérêt maintenant. Conflit d'intérêt, en fait, oui, il y a un conflit d'intérêt. Ouais. Puis comment tu gères ça? Ben, le conflit d'intérêt, c'est qu'il faut faire une refonte en profondeur des institutions du Québec. Alors, ça prend des outils pour faire cette refonte en profondeur-là. Et Citoyens au pouvoir a ces outils-là. Maintenant, la Fondation, elle est apolitique. C'est pour ça que je ne parle jamais de Citoyens au pouvoir. Ouais. Parce que quand on va avoir atteint nos objectifs de lever, de lever la masse pour qu'elle s'éveille, Ouais. et quand on va avoir atteint nos objectifs au niveau légal, c'est sûr que la Fondation, j'aimerais qu'elle continue, mais elle va continuer sans moi. La façon que la Fondation elle a connu une croissance phénoménale dans un court laps de temps. En fait, la Fondation, 90 jours. Mais tu vois, 90 jours. On le nomme en jours. C'est pareil comme un bébé naissant. Exactement. Un bébé naissant. Mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Puis une levée de fonds extraordinaire. Oui. En une soirée. En une soirée, puis après ça, on a laissé aller, puis on s'est occupé de nos avocats, puis de structurer les événements et tout ça. Donc, ça a levé 468 000 $ jusqu'à maintenant. Les colonnes du temple ont shaké. Oui. Parce que là, après ça, vous avez perdu... Maître Bertrand est sorti du pourvoi. C'est ça, puis il y a eu Jean-Jacques Crèvecoeur et Caroline Mayou. Exactement. Et donc, il y a trois personnes qui sont parties comme... Oui. Puis ça a amené une image un peu négative. Bien sûr. Et dans le Saint-Hilaire, ben, c'est un stabilisateur. Tu sais, je veux dire, c'est quelqu'un qui a coaché Bruni Surin, c'est un gars c'est un long run, tu sais, le gars, c'est un stabilisateur, puis il est là pour stabiliser au niveau des relations humaines, là, il va aller parler aux gens, il va stabiliser la situation, les gens, là, il y a toujours des gens qui font des rumeurs, puis qui vont essayer de... Alors, la personne qui va aller les voir et qui va lui parler, c'est quoi que tu as demandé comme question? OK, on peut-tu répondre à tes questions? As-tu besoin d'avoir des papiers? Bon, c'est dans le Saint-Hilaire. C'est un entremetteur. C'est rien pour moi, 468 000 $, ça va nous prendre beaucoup plus que ça. C'est clair, parce qu'avec 468 000 on peut pas gagner. C'est bon. C'est un bon départ, mais probablement une des meilleures levées de fonds faites sur les réseaux sociaux de l'histoire récente. Ouais. OK? Ben, en fait, tout ce qui était dit dans les allégations écrites était fausse. De toute façon, c'est public. Et c'est public. Puis ça a été, il y a eu une vérification diligente qui a été faite par l'avocate de la Fondation et le comptable externe. Et tout ce qui a été allégué tenait pas la route, a été réfuté. Mais tu réponds quoi à tous ceux qui disent Stéphane Blais s'en met plein les poches avec la Fondation? Ça, j'ai trouvé ça le fun en passant de cette allégation-là qui vient indirectement de Ken Pereira. Okay? De façon indirecte, ça a été publié sur Radio X. Je fais 175 $ l'heure facturée à mes clients. Alors, dans la Fondation, j'ai simplement pris 25 $ l'heure pour couvrir une partie de mes frais d'opération parce que j'ai perdu volontairement. J'ai dit à certains clients, je ne pourrais plus les servir. Okay? Donc, c'est plusieurs dizaines de milliers de dollars pas que ça me fait plaisir de perdre, c'est que je vais les perdre justement parce que je veux focusser sur la cause. Puis la cause, c'est sauver l'avenir de nos enfants. Donc, est-ce que s'en mettre les poches de façon transparente, mis dans un état financier, puis mon salaire est mis, là, 1 000 $ par semaine, puis je suis au-dessus de 40 heures là, dans la Fondation, puis je travaille en plus de ce temps-là, puis il y a un sacrifice familial que je fais. Est-ce que 25 $, c'est m'en mettre plein les poches? Alors, je réponds à Ken Pereira, j'aime ça des fois donner un bon coup, hein. Ben, je réponds que s'en mettre plein les poches, c'est peut-être l'article de TVA qui indique que pour acheter le silence de Ken Pereira, voici 500 000 $. Alors, le 500 000 $ qu'il a encaissé pour ne pas parler de certains sujets, ça, c'est s'en mettre plein les poches. Moi, je suis un adepte de la vérité. T'sais, je vais tout de suite, d'emblée, vous introduire à Maître Jean Dury. Je ne sais pas si on devrait dire que Maître Jean Dury a besoin de présentation. Avec son demi-million de vues sur Théovox, Maître Jean Dury, bonjour. Bonjour, Stéphane. Je vous introduis également à Maître Réginald Victorin, qui travaille en concertation avec Maître Jean Dury. Donc, commençons tout de suite par ce qui préoccupe les gens.
on parle de la vaccination obligatoire qui pourrait survenir ici au Québec à l'automne. Donc, il y a un mandat qui a été confié à votre groupe de la part de la Fondation. Donc, j'aimerais que vous m'expliquiez le travail qui a été fait, Maître Dury. Alors oui, en effet, la Fondation nous a mandatés pour qu'on regarde la possibilité de préparer un document qui fait en sorte que quand le vaccin va peut-être survenir obligatoire, alors on a un document préparé dont Réginald peut vous expliquer un peu la teneur. Parfait. Maître Victorin. Alors, bonjour Stéphane. Donc, comme Maître Dury vous a brièvement expliqué, le mandat qu'on a reçu de la Fondation, c'était de vérifier quels sont les droits et recours des personnes qui ne voudraient pas se faire vacciner pour une raison valable dans l'éventualité que le gouvernement imposerait la vaccination obligatoire. Alors, nous avons informé la Fondation de nos conclusions et nous avons formulé certaines recommandations. Il est en effet trop tôt de considérer l'opportunité de prendre un recours parce qu'à ma connaissance, le gouvernement n'a pas exigé encore la vaccination obligatoire contre la COVID-19 et à ma connaissance, un tel vaccin n'est pas encore disponible au Canada, même si la Russie, on voit dans l'actualité, a affirmé avoir mis au point un tel vaccin. Parfait. Au niveau de la loi des mesures d'urgence, Maître Victorin, je crois qu'il y a un article qui permet au directeur de la santé publique de forcer… Alors là j'y arrive. Alors, si toutefois le gouvernement rendait obligatoire la vaccination, on verra à ce moment-là le libellé de la disposition et on analysera de façon plus spécifique l'impact de l'éventuelle disposition sur les droits et libertés des citoyens. Alors, mais pour le moment, on peut affirmer que le paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi sur la santé publique permet que le gouvernement ou le ministre, ça prévoit que le gouvernement ou le ministre peut ordonner la vaccination obligatoire de toute la population ou d'une certaine partie de la population contre la variole ou contre une maladie contagieuse qui menace gravement la santé de la population. Alors, donc, en se fondant sur le paragraphe 1 de l'article 123 de la Loi sur la santé publique, si le gouvernement estime que la COVID-19 est une maladie contagieuse qui menace gravement la santé de la population, il pourrait ordonner la vaccination obligatoire de toute la population. Donc, oui, la loi prévoit cette possibilité, mais on peut légitimement se demander si l'imposition d'une vaccination obligatoire respecterait les droits et libertés fondamentaux. On sait qu'en 1990, par exemple, le juge Paul Trudeau de la Cour supérieure a décidé qu'une personne avait le droit de choisir d'être vaccinée ou non, et si on l'obligeait, ça contreviendrait à l'article 1 de la Charte québécoise et à l'article 7 de la Charte canadienne. Et pour rappel, l'article 1 de la Charte québécoise, c'est cet article qui dit que tout être humain a le droit à la vie, à la sûreté de sa personne, à la liberté et à l'intégrité. Et l'article 7 garantit sensiblement les mêmes droits, c'est-à-dire droit à la vie, droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Si le gouvernement décrétait cet automne que les enfants doivent se faire vacciner ou tout le monde doit se faire vacciner, le travail qui était fait fait en sorte qu'on serait relativement avancé pour pouvoir venir s'arrimer avec le décret qui serait imposé cet automne, c'est ça? Bien, je vous dirais oui, mais cependant, ce travail-là, il reste à parfaire étant donné qu'on ne sait pas encore la teneur finale. Est-ce que d'abord, ça sera une imposition? Est-ce que le gouvernement ira dans cette voie-là? On ne le sait pas. Et si d'aventure c'était le cas, on va être amené à vérifier la disposition et voir quel est l'impact de cette disposition-là sur les droits et libertés. Superbe. Maître Dury, vous savez, les masques, les gens disent quand est-ce qu'on va bloquer ça, les masques? Et là, on est en concertation avec un autre avocat dans le dossier qui est en Ontario. Je vous laisse peut-être préciser la stratégie qui a été établie entre votre groupe d'avocats et Maître Rocco Galati. Eh bien, on doit informer la population que Réginald et moi ont été mandatés pour analyser la situation relativement aux masques il y a de cela probablement, il y a à peu près un mois, je crois. Alors, on a bien analysé puis on s'est rendu compte que ce n'était pas approprié de prendre un recours en ce moment
en Cour supérieure pour invalider la position du gouvernement, ce qu'ils ont décrété relativement au port du masque. Pourquoi? Parce que Maître Galetti, avec lequel on est en contact et on est en communication avec, ça dérangerait la situation, à savoir que si on a des jugements qui sont favorables en Ontario, mais ça va nous aider. Et si nous, au Québec, on a un jugement défavorable, ça peut peut-être le nuire. Par contre, si lui a un jugement défavorable, Réginald et moi, évidemment, on va regarder les failles, on va regarder pourquoi le juge, par exemple, n'aurait pas adhéré à la thèse de Maître Galetti avec ses témoins experts, mais on va pouvoir s'ajuster au Québec parce qu'on ne sera pas nécessairement lié par le jugement en Ontario. Concernant les témoins experts, je tiens à rappeler aux gens qu'une autre personnalité qui a bien scoré au niveau des vues, c'est Denis Rancourt. Hein? Donc, c'est lui qui travaille avec Maître Galetti. Effectivement, oui. On est en contact avec Denis, d'ailleurs, Réginald et moi. Exactement. Donc, il y a réciprocité dans le travail d'équipe. C'est ce qui est beau de voir l'unité se concrétiser au niveau de la collaboration. Donc, Maître Rancourt va travailler avec Maître Galetti et par la suite, dépendamment de ce qui va se passer, bien, il viendrait travailler avec l'équipe d'avocats du Québec. Alors, Stéphane, je ne sais pas si c'est un lapsus. Vous avez présenté Denis Rancourt, Maître Rancourt, donc probablement... C'est pas le même. Ah non, c'est pas Maître Rancourt, j'ai Denis Rancourt, pardon, excusez-moi. Ouais, c'est ça, il n'est pas avocat. Non, il n'est pas avocat. Ce qu'on peut dire, c'est que Maître Galetti va présenter... Un spécialiste au niveau des masques, oui. Ce qu'on peut dire, c'est que Maître Galetti va présenter son recours bientôt. Là. Oui, absolument. Puis en termes de date, il me parlait aux alentours de fin août, donc 31 août, début septembre. Oui. Devrait être déposé. Et comme on sait, au niveau d'une injonction, normalement, ça va plus rapidement qu'un autre type de poursuite. C'est ce que je comprends. Là. Oui, bien c'est d'urgence, oui, effectivement. C'est d'urgence. Messieurs, avez-vous d'autres choses à ajouter? Bien, pour le moment, je ne crois pas. Je vais laisser la parole à Réginald, mais pour ma part, c'est bien. Super. Réginald? Ah non, je vous remercie, Stéphane. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Bien, super. Messieurs, alors, je suis très, très heureux aujourd'hui de vous avoir présenté au public parce qu'il y a des gens qui se demandaient pour voir si c'était vrai que la Fondation avait des avocats qui travaillaient sur les dossiers des masques et des vaccins. Bien, vous en avez la preuve aujourd'hui. On voulait simplement vous laisser faire votre bon travail. Messieurs, on se revoit bientôt et puis un beau merci de participer à cette réunion. Oui. Qu'on se le dise, notre mandat, pour le moment, c'est un mandat de consultation et d'exploration. Il n'y a pas encore de recours. On n'a pas pris de recours à la Cour quoi que ce soit parce qu'en ce moment, pour un vaccin, il n'y aurait pas d'objet parce qu'il n'y a pas de vaccination obligatoire contre quoi que ce soit actuellement, là, contre la COVID-19 en particulier là, au Québec. Là. Exactement. C'est sûr qu'on est là de façon préventive. Et ça n'a pas été décrété là, que ça va arriver, la vaccination obligatoire, mais on ne veut pas prendre de chance. Donc, c'est la raison pour laquelle on vous a mandaté à nous préparer à une éventualité. Donc, merci, messieurs, et puis on vous souhaite une belle journée, puis on se reparle bientôt. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va tenter de faire la lumière sur plusieurs questions que vous nous posez sur la page de la Fondation pour la défense des droits et libertés du peuple. J'ai avec moi aujourd'hui Maître Jean Dury, qui est l'avocat principal au Québec de la Fondation. Maître Dury, bonjour. Bonjour Stéphane. Ça va bien? Ça va bien, toi? Ben oui, j'ai plusieurs questions qui ont trait à l'école, au commerce, les hôpitaux, la poursuite en général. On va commencer tout de suite dans peut-être le plus facile. On va y aller avec la fameuse poursuite, le pourvoi de Maître Bertrand qui a été abandonné. Je veux juste qu'on clarifie ensemble certains faits. Par exemple, le pourvoi, c'est un pourvoi qui appartient à la Fondation. Oui, absolument. Et ce pourvoi-là peut être pris par un autre avocat ou même par un plaignant qui déciderait, si la Fondation se retire, de prendre le pourvoi, prendre les avocats et aller de l'avant avec la poursuite en continuité ou de façon élaguée, là, de façon à ce qu'on puisse rétrécir un peu le pourvoi aussi.
Bien, il faut comprendre que la Fondation est obligée d'être accompagnée d'un avocat. C'est le Code civil. On ne peut pas se représenter au niveau de la Fondation sans avocat. C'est comme une corporation ou une compagnie. Alors, si la Fondation n'a pas d'avocat, à ce moment-là, Stéphane Blais, je pense qu'il reste Stéphane Blais personnellement et la Fondation dans le pourvoi. Alors, la Fondation peut se retirer et Stéphane Blais, personnellement, peut défendre la position de... Et pourrait être accompagné en conseil de certains avocats qui le... Absolument. Absolument. Il peut se défendre seul. Évidemment, c'est une chose possible. C'est pas une chose impossible. Et puis moi, ce que j'ai... Évidemment, on s'en parle depuis longtemps. Moi, personnellement... le pourvoi a été entrepris par Maître Bertrand, c'était son pourvoi, puis moi, personnellement, je ne trouve pas ça facile de prendre la relève d'un dossier que c'est Maître Bertrand qui l'a monté. Il avait sa vision du dossier. Un autre confrère. Mais il y aurait possibilité de reprendre le pourvoi, de l'adapter, et que même moi, personnellement, je puisse le faire en étant supporté par des avocats et même des experts, n'est-ce pas? Absolument, absolument. On peut peut-être des avocats, mais... oui. Donc, en réalité, c'est juste que c'est moi, personnellement, qui irais plaider, mais en étant backé par des avocats et des experts par en arrière. Oui, qui peuvent conseiller, oui. Ou des experts que tu peux amener comme témoins. Exactement. Ou des experts que tu n'amènes pas comme témoins, mais qui peuvent te conseiller, oui. Et les experts, on peut les prendre à l'international aussi? Oui, oui. Oui. Parfait. Absolument. Donc, on peut aller chercher des gros noms et puis se faire supporter en cours par des experts internationaux. C'est intéressant. On va y aller maintenant. Une question qui est posée par le public souvent, c'est est-ce que M. Legault et M. Arruda pourraient personnellement être poursuivis pour une mauvaise gestion de crise dans le cas du COVID-19, qui est une crise quand même qui est planétaire? Question. Bien, écoute Stéphane, quand on dit pourrait, tout est possible, toute poursuite est possible, mais ici, poursuivre le premier ministre et le directeur de la santé publique dans le cas du COVID-19, c'est impensable. C'est mondial. Personnellement, jamais je recommanderais à quiconque... de poursuivre. Parfois, on m'appelle aussi pour des poursuites criminelles à l'égard de M. Legault et M. Arruda. Et puis, c'est la même chose. C'est absolument impensable. En ce qui me concerne, là, et puis je doute fortement qu'il y ait un avocat dans la province de Québec qui penserait accepter un tel mandat. J'en doute. En tout cas, je serais surpris parce que, écoutez, c'est une situation qu'on trouve dans le monde entier. C'est pas... Il n'y aurait rien qui empêcherait des citoyens. Je crois qu'il y a certains citoyens qui ont essayé de poursuivre aux criminels M. Arruda et M. Legault. Je n'ai pas vraiment suivi, mais c'est possible. C'est possible. Ben, c'est possible. Tout est possible. On peut faire la poursuite qu'on veut. Okay. Mais je ne pense pas qu'un seul avocat de la province de Québec prendrait un tel dossier. Je ne le vois pas. Là. Je ne le vois absolument pas. C'est pas pensable. Les gens qui refusent, ce qui arrive, par exemple, moi j'ai eu une dame qui se faisait demander parce qu'elle allait accoucher à l'hôpital. Alors on me consulte et puis c'est quoi la conséquence de refuser? Bien, c'est qu'on dit on ne permettra pas d'accoucher à l'hôpital. Même chose dans une école. Si le parent décide, bon, moi je ne veux pas que mon enfant subisse le test parce qu'il y a certaines personnes qui disent que ça peut être dangereux. À ce moment-là, bien, à l'école, ils vont dire qu'il ne peut pas venir dans notre institution scolaire. C'est ça qui va arriver. À l'emploi, c'est la même chose. Quand quelqu'un travaille dans un endroit, puis on lui dit, on exige parce que tu tousses, parce que tu fais de la fièvre, on exige le test. Alors, la personne refuse, parce que la personne dit, ça peut être dangereux. À ce moment-là, vous n'aurez pas de recours. Oui. La caméra est là. Aujourd'hui, je suis avec le leader de ce mouvement, celui qui a le courage de partir ce mouvement. Alexis, félicitations. On est ici à Ottawa. Il y a combien de personnes selon toi? Là? On doit être aux alentours de 10 000 peut-être. Hein? Aux alentours de 10 000 personnes ici qui viennent célébrer notre liberté et se battre pour notre liberté. Ça prend des leaders.
des gens qui ont décidé de se lever. Et Alexis, je dois te lever mon chapeau en tant que politicien qui se bat pour moins de gouvernement et plus de liberté. Le fait que tu sois là aide notre cause et la cause de tout le monde. Quelle est ton appréciation de la situation maintenant depuis que tu as commencé le mouvement? En fait, on s'est rendu compte qu'on le vivait dans un système similaire à celui de l'URSS, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun débat dans les médias, il y a une pensée unique sur le COVID, il n'y a personne qui remet en cause les propos du gouvernement sur les statistiques du virus, les statistiques des morts, etc. Alors que quand on écoute comme il faut les conférences de presse d'Arruda, quand on gratte un peu sur la dangerosité du virus, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'ils nous disent et les médias taisent toutes les informations contradictoires. Alors, moi, c'est comme si on était retourné 40 ans en arrière, dans les années 80, en ex-URSS, à l'époque de la Pravda, il y avait comme ce que le gouvernement disait et la version officielle médiatique. Alors que c'est pas du tout ce qu'on, quand on gratte les chiffres, c'est pas du tout ce qu'on remarque, là. Il y a comme énormément de matière à questionner les politiques gouvernementales. Ce qu'on se rend compte, c'est que le virus n'est pas tout à fait dangereux, en tout cas pas aussi dangereux qu'ils nous disent, et que les mesures qui sont mises de l'avant sont beaucoup plus d'ordre politique que d'ordre médical ou sanitaire. Et donc, il y a comme une espèce d'entreprise de contrôle social très, très préoccupant présentement. Qu'est-ce que tu penses de la réaction suite aux propos du docteur Lacroix? C'est clinique et il a eu le courage de s'exprimer publiquement et après ça, bien, on lui a tombé dessus pour avoir dit un autre point de vue. Ça confirme un peu ce que tu nous dis. Exactement. La pensée unique et il faut des débats. Nous, on essaie de faire ça, ces débats-là, au Parti populaire, mais le docteur Lacroix, ça a été difficile pour lui. On croyait qu'on était en démocratie, que la démocratie était fondée sur l'échange, la libre circulation des idées, les débats ouverts, mais là, c'est pas ça du tout. En plus de ça, en plus des médias et du gouvernement, il y a les ordres professionnels qui établissent la censure, une chape de plomb. Moi, je sais, il y a énormément d'infirmières qui me disent qu'ils aimeraient parler, qu'ils ont des informations, mais qu'ils ont peur des conséquences de leur ordre. Même chose avec les médecins. Les gens me disent que leur médecin, en privé, dans le bureau, enlève le masque, c'est ridicule tout ça, mais ils ont peur des conséquences avec le Collège des médecins. Donc, c'est ça, en plus des médias et du gouvernement, il y a une chape de plomb qui est établie par les différents ordres professionnels. C'est un système, c'est quasi totalitaire, là. Et pour toi, si les gouvernements n'entendent pas le gros bon sens de la population et permettent ces débats-là et surtout permettre aux gens d'être libres et responsables, de porter un masque s'ils le veulent ou s'ils ne le veulent pas, qu'est-ce que tu penses va être la situation? Tu fais un combat politique, mais aussi un combat judiciaire devant les tribunaux. Comment ça va? Là, c'est ça. Il faut évidemment contester certaines des mesures devant les tribunaux. Il faut aussi que le peuple se lève. L'important, selon moi, là, je pense que l'élément le plus important, c'est de faire circuler l'information sur les chiffres réels, les mesures réelles. Il faut que le gouvernement perde d'une certaine façon la légitimité. Il faut retirer notre consentement. Si le gouvernement perd de la légitimité, la population commence à réaliser ce qui est en train de se passer, ils vont devoir reculer. Je ne suis pas un spécialiste en affaires juridiques, moi c'est plus politique et je pense que c'est ça, le nœud du politique, c'est la légitimité. Et ils savent qu'ils mentent sur certains des chiffres, alors à nous d'exposer ça au plus grand nombre de la population et de leur faire perdre la légitimité afin qu'ils reculent. Effectivement, et on va tout faire, nous. Moi, je vais me représenter à la prochaine campagne électorale et les principes de base du Parti populaire sont la liberté et la responsabilité individuelle, l'équité et le respect. On va continuer de se battre, mais là-dessus, bon succès, bravo, belle initiative. Je veux vous remercier, vous aussi, parce que vous avez été le premier à dénoncer l'ONU et toutes ces institutions-là qui sont en train de nous gouverner présentement. Et c'est pour ça qu'on vous a appuyé lors de la dernière campagne, parce que vous avez vu justement qu'est-ce qui s'en venait avec l'ONU, ces tentatives-là d'enlever la souveraineté des États. Vous avez été un pionnier là-dessus. Bravo, vous aussi. On va continuer. Merci. Merci. Alors, salut tout le monde. On est en direct. Je pense que je vais faire une petite clarification au sujet de mon entrevue avec les frères Tadros plus tôt aujourd'hui. En tout cas, je vais dire ce que j'ai à dire. Alors, donc, c'est ça, les gens. Je sais qu'il y a eu cette controverse avec, voilà, ça commence à rentrer. Je sais qu'il y a eu cette controverse avec les frères Tadros. On a trouvé leur site Internet qui parlait de nouvel ordre mondial, de plus RFID, etc. Salut tout le monde. Et là, les gens se sont questionnés. Et moi, il y a Richard Majot qui m'a appelé. Il y a d'autres personnes qui m'ont transmis les informations des frères Tadros. Et je suis allé voir sur leur site Internet pour savoir ce qui en retournait. Et c'est vrai qu'il y avait des expressions qui étaient auxquelles on n'était pas habitué, comme nouvel ordre mondial, etc. On parlait de plus RFID. Mais
Mais il y avait des choses aussi qui étaient intéressantes dans le style, il parlait de John Perry Barlow. Et ça, QAnon en a parlé de John Perry Barlow. C'est-à-dire, c'est un théoricien de la liberté sur Internet. De quelle façon la technologie et l'Internet peut nous rendre libres, hein, nous affranchir de la tyrannie de ceux qui peuvent nous contrôler. Alors, quand on regarde l'approche des frères Tadros en ce qui concerne la politique, c'est une approche qui est très, très près de ce qui est prôné par Citoyens au pouvoir, c'est-à-dire que c'est comme une personne, un vote, et on n'a plus besoin de gouvernement. C'est ça essentiellement qui prône. Ce qu'eux appellent le nouvel ordre mondial, c'est ce qu'ils appellent le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire c'est un monde sans intermédiaire, sans gouvernement, c'est un monde de démocratie directe. Vous comprenez? Alors, ce que eux appellent nouvel ordre mondial, c'est exactement à l'opposé de ce que les banquiers centraux proposent. Alors, vous comprenez? Donc, c'est ça que je me suis rendu compte quand je suis allé voir sur le site des Tadros. Je me suis rendu compte que les idées qu'ils mettaient de l'avant, même si j'utilisais le même vocable, le même nom, nouvel ordre mondial, que les mondialistes utilisent pour nous enfermer dans un système de contrôle planétaire, eux, les frères Tadros utilisaient l'expression nouvel ordre mondial pour dire non, on n'a plus aucune... on se débarrasse essentiellement des gouvernements et les citoyens votent c'est de la démocratie directe mondiale. C'était ça leur nouvel ordre mondial, de la démocratie directe partout sur la planète. Alors quand on gratte un peu, on se rend compte que vous comprenez, c'est exactement le contraire de ce que nous on entend par nouvel ordre mondial. Okay? Eux autres sont arrivés mettons, on pourrait dire la résistance politique là, par un autre chemin. Hein? C'est comme des gens qui pensent au futur, qui pensent de quelle façon la technologie peut émanciper les êtres humains, hein, les nouvelles possibilités technologiques avec Internet, etc. Et donc ils sont pas arrivés, j'ai l'impression là, je les connais pas tant que ça, ils sont pas arrivés dans la résistance par la politique, mais sont arrivés à la résistance par la technologie, hein, puis par d'autres moyens, disons. Et ils n'utilisent pas les mêmes termes que nous. Maintenant, puce RFID, oui, c'est ça, moi, ça me dérange. Est-ce qu'ils ont compris qu'on peut contrôler les gens avec une puce RFID? Ils vont sûrement... je pense que vous leur avez signifié ce que vous entendiez, là. Je pense qu'ils en prennent conscience. Ils en avaient peut-être pas conscience avant. Une puce RFID, s'il n'y a pas de gouvernement central qui contrôle et que tu es ton propre propriétaire de ta puce, il y a comme une autre façon de voir les choses, c'est-à-dire qu'il y a toujours deux côtés à la technologie. S'il n'y a pas un gouvernement mondial central avec un système de répressif de contrôle et de surveillance, puis une monnaie mondiale pour contrôler tout le monde, avec des gens qui peuvent effacer ton compte en banque, te contrôler avec ta puce RFID. Si tu es le seul à avoir accès à la technologie, etc., puis tu utilises ça pour t'identifier, pour voter vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils arrivent à ces termes-là, ils arrivent avec ces termes-là d'une façon complètement différente que ce que nous, on a été habitués à concevoir. Est-ce que vous me suivez là-dessus? Et donc, quand je suis allé voir leur site, puis j'ai commencé à gratter, c'est ça que je me suis rendu compte. C'est-à-dire qu'il y avait certains termes qui étaient irritants, comme Nouvel Ordre Mondial, plus RFID, mais ils n'entendaient pas la même chose que nous avec ça. OK? Puis que la finalité de leur projet, c'est un monde où les humains sont libérés de l'oppression de l'OMS, d'un gouvernement mondial, et que tout le monde est propriétaire de sa propre personne avec la technologie, blockchain, le bitcoin, etc., un système monétaire décentralisé. Là, présentement, c'est les banques centrales qui contrôlent la monnaie. Eh bien, avec le bitcoin, le système monétaire, eux autres, il n'y a plus personne qui contrôle la monnaie. C'est un algorithme. Alors, c'est l'objectif des frères Tadros, ce que j'ai compris, là, c'est se débarrasser des intermédiaires, se débarrasser des contrôleurs. Et c'est ça qu'ils veulent dire par nouvel ordre mondial. Voilà. Alors, c'est pour ça. Et moi, j'ai jamais senti qu'ils étaient malhonnêtes. Je les ai toujours. J'ai toujours senti mon feeling. Tout le monde a des intuitions. Mon feeling, c'est qu'ils n'étaient pas mal intentionnés, qu'ils n'étaient pas malhonnêtes.
Alors, c'est pour ça que j'ai accepté l'entrevue. Puis en plus de ça, c'est juste à côté de chez nous, au Parc La Fontaine. Alors, pourquoi pas? C'est ça. Alors, peut-être prendre quelques questions, étant donné qu'on est en direct, on va peut-être prendre quelques questions. Je voulais juste clarifier, parce que là, j'ai publié la vidéo, je voyais un peu les commentaires sous, là, je leur fais pas confiance, etc. Ils n'ont pas la même définition que nous de nouvel ordre mondial, et ils n'ont pas en tête la même chose que nous quand ils pensent puce RFID. Puce RFID, en tant que ton outil à toi d'identification, pour eux, la puce RFID, s'il n'y a pas de contrôleur, s'il n'y a pas de personne qui contrôle ta puce RFID, qui peut te contrôler avec, tu es le propriétaire de ta puce RFID, c'est un outil de souveraineté. C'est comme ça qu'ils voient ça. OK? Je pense que c'est des visionnaires et des futuristes qui voyaient le potentiel de souveraineté de ça. En tout cas, moi c'est ça. Donc, c'est ça. Je ne vais pas me répéter, je vais pas répéter ce que j'ai dit au début du live. C'est clair que l'objectif qu'ils ont de nouvel ordre mondial, c'est un système, c'est une démocratie directe. C'est pas un système de contrôle des banquiers centraux. Ils disent, c'est ça qu'on dit dans l'entrevue, là, c'est-à-dire que la technologie maintenant permet la démocratie directe, se débarrasser des gouvernements. Vous voyez bien que c'est le contraire d'un nouvel ordre mondial là, des Rothschild, Rockefeller. C'est pas ça du tout que les Rothschild, Rockefeller veulent. Ils veulent un gouvernement mondial où les peuples n'ont plus rien à dire, où les individus comptent pour rien. Et c'est le règne des technocrates et tout ça contrôlé par une élite bancaire. Les frères Tadros proposent exactement le contraire. C'est-à-dire c'est un monde où il y a essentiellement plus de gouvernement, où les individus sont libres. En tout cas, on a discuté là-dessus durant l'entrevue. Moi, je l'ai fait quand même parce que je ne les sens pas mal intentionnés. Je n'avais pas l'impression que j'allais me faire piéger avec eux autres. C'est pour ça que j'ai accepté. Ils ont beaucoup de reflets dans leur discours de ce qu'on entend dans les vidéos de Joe M. The Plan to Save the World, c'est-à-dire que la cabale nous a divisés en ethnie, en religion, puis et là, eux autres, ils disent qu'avec la technologie, notamment le blockchain, l'humanité peut être réunie, sans intermédiaire. Il y a beaucoup de reflets de QAnon dans ce qu'ils disent aussi à travers la filière technologique. Ils arrivent à la politique, à la résistance par un autre chemin, par la technologie notamment, et la pensée du futur. C'est comme des futurologues un peu. Et j'ai pas senti d'animosité, j'ai senti une ouverture, pas d'animosité, mais j'ai pas senti de malhonnêteté intellectuelle. J'ai senti de l'ouverture et une volonté de dialogue. Je pense qu'il y a eu un malentendu avec les frères Tadros. Donc, c'est ça. Pour poursuivre la discussion d'hier soir, j'ai lu beaucoup de vos commentaires sur mon explication de la position des Tadros. Et il y a une chose que les gens n'ont pas compris. On va mettre ça comme ça un peu. Les gens n'ont pas compris, c'est que, évidemment, ce dont je parlais, ce n'était pas ma position. Les gens, souvent, ont essayé, je regardais les commentaires, les gens essayaient de me convaincre que la puce RFID, c'était pas bon, etc., c'était la même chose, les Tadros, le nouvel ordre mondial, etc. Est-ce que vous avez compris l'exercice? L'exercice d'hier, c'était que je vous expliquais comment ça se passait dans la tête des Tadros. C'est pas la position d'Alexis Cossette-Trudel, je me faisais un peu l'avocat du diable. Alors, c'est ça, donc... Moi, évidemment, je suis contre l'implant d'une puce RFID dans les personnes. Vous m'avez tous expliqué ça. Je veux dire, on le sait depuis, c'est la marque de la bête, etc. Bon, très bien, très bien. Ce que les gens doivent savoir, c'est que la puce RFID, ça existe partout. Hein. Votre carte d'autobus, il y a une puce RFID dedans. Les cartes de crédit, il y a une puce RFID dedans. Il y a des puces de RFID partout déjà. Ça existe déjà. Il y en a... dans certains objets, il y a des puces RFID dans souvent dans vos électroménagers. Elles sont là, les puces RFID. Le problème, c'est quand on implante ça dans une personne comme du bétail. Hein, puis qu'on puisse, et que ça permette de suivre une personne à la trace et de tout savoir d'une personne, y compris son rythme cardiaque, etc. Toutes les informations réunies, dans un seul élément, collé sur une personne, etc. Mais les puces RFID existent déjà, elles sont déjà largement utilisées partout. Et j'ai de la misère à imaginer une société moderne où est-ce qu'on pourrait juste se débarrasser de la puce RFID.
C'est extrêmement pratique. Encore une fois, je ne veux pas faire l'apologie de la puce RFID, mais ce que je veux, c'est que ce contre quoi on réagit souvent, c'est la puce implantée dans une personne avec une identité, puis genre une personne taguée. Ça, c'est une chose, OK? Donc, il faut faire la différence entre la puce RFID taguée sur une personne, et aussi la différence entre ma position et la position des Tadros. OK? Mais je ne suis pas sûr que les Tadros aient parlé d'une puce implantée. En tout cas, c'est pas... voilà. Ce que je disais hier, c'est que les Tadros sont arrivés à ça par la technologie et non pas... Et il y a des personnes qui sont arrivées à ça par le religieux. C'est comme souvent les chrétiens sont absolument contre la puce RFID parce qu'ils disent que c'est la marque de la bête. Donc, on arrive à un sujet par différents chemins. Il y en a qui arrivent par la politique, d'autres qui arrivent à la puce RFID par l'économie. D'autres, c'est par la technologie, comme les Tadros. D'autres personnes, c'est par le religieux. On a tous une perspective différente sur les choses. C'est des angles différents. Et c'est pour ça que c'est intéressant de discuter. Deuxièmement, je voulais dire aussi que ce sont les Tadros qui m'ont invité. N'est-ce pas? Donc, on m'a invité à parler de mes idées. J'accepte des invitations quand j'ai l'impression que la personne ne me veut pas de mal. Et c'est ce que j'avais l'impression avec les Tadros. C'est que j'avais aucune pression, j'avais aucune... qu'ils n'étaient pas malhonnêtes, mal intentionnés, etc. Pour le nouvel ordre mondial, alors, il y a des gens qui me disent non, les Tadros sont réellement pour le nouvel ordre mondial, tu es en train de te faire arnaquer, etc. Tu es en train de te faire avoir, Alexis. On va juste clarifier deux choses. Je vais encore une fois clarifier ça rapidement. C'est quoi le nouvel ordre mondial? Okay. C'est quoi que, par exemple, le producteur Aaron Russo nous a expliqué dans son entrevue exclusive avec Alex Jones, là? C'est quoi qu'on sait là, du nouvel ordre mondial avec le système bancaire? Ben, c'est qu'il y a comme les banquiers privés centraux, là, ceux dont les médias ne parlent jamais, là, les hommes et les familles les plus puissantes de la planète, ceux qui contrôlent le système monétaire international. Les Rockefeller, les Rothschild, etc. Ce qu'ils veulent produire, c'est un système où, effectivement, il n'y a plus d'étonnation, mais où l'ensemble de l'humanité est tenu par un système financier contrôlé par en haut, les banquiers qui contrôlent le système monétaire international et la technologie. C'est ce qu'on appelle un système néo-féodal. Hein? C'est comme du féodalisme avec un seigneur en haut puis des serviteurs, des serfs en bas. Hein? Il y a une structure hiérarchique de contrôle. Les gens sont essentiellement des esclaves. Ils ont un travail qui leur est assigné. S'ils ne font pas le travail, on désactive leur puce et ils ne peuvent plus rien acheter. Ils n'ont pas le libre arbitre et ils ne sont pas maîtres de leur personne. C'est ça le nouvel ordre mondial. Okay? Il y a une petite élite qui contrôle l'ensemble de l'humanité par l'argent, la technologie, etc. Okay? Généralement, on pourrait s'étendre sur le sujet. Ce n'est pas mon intention. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce que les Tadros ont proposé comme ce qu'ils ont appelé le nouvel ordre mondial? Ben, c'est exactement le contraire. Le contraire de ça. Alors là, on a défini c'était quoi? C'est un système hiérarchique néo-féodaliste avec une petite élite qui contrôle l'ensemble de l'humanité. Eux autres disent non, nous autres, on veut pas de gouvernement, on veut pas de personnes extérieures qui nous contrôlent, on veut pas de banque centrale, on veut pas de médias, on veut juste des individus souverains. Okay, alors c'est exactement le contraire, c'est 100% le contraire. Okay, est-ce que c'est souhaitable comme projet? Évidemment, moi, je leur ai déjà dit, dans l'entrevue, je leur ai dit que je n'étais pas tout à fait d'accord avec ça, que ça prenait des gouvernements locaux, etc. Je leur ai dit ça. Mais on discute, vous comprenez? Je ne suis pas dogmatique. Moi, j'y suis allé parce que je me suis rendu compte que leur projet c'était pas le projet de nouvel ordre mondial dont tout le monde parle, là. C'est pas ça. OK? Alors, s'il y a une révolution, sur... oui, c'est ça. S'il y a une révolution partout dans le monde où est-ce qu'on redonne le pouvoir au peuple et puis qu'on se départit des intermédiaires, on applique le système suisse, mais avec de la technologie, ça ressemblerait à ce que les Tadros proposent. Vous comprenez?
En Suisse, il y a comme une espèce de système, le système de démocratie directe, c'est avec des enveloppes, on envoie ça par la poste, etc. Il y a une possibilité de faire ça à travers la technologie et se débarrasser complètement des représentants, des représentants là, à l'Assemblée nationale, etc. Et c'est ça qu'ils proposent essentiellement, les Tadros. Eux autres, ils veulent faire ça à l'échelle planétaire. Moi, je leur ai dit que c'était un peu utopique comme projet, puis qu'on a besoin de gouvernements locaux pour une démocratie locale, etc. Donc, il y a une discussion. Mais en aucun cas, la position des Tadros est à être assimilée à ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial, c'est-à-dire le contrôle des familles bancaires, là, des banquiers centraux sur l'ensemble de l'humanité, l'esclavage mondial par une petite élite. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Fait qu'il faut, quand on parle de sujet, il faut comprendre la différence entre les concepts, là. C'est le même mot, mais c'est des concepts complètement différents. Okay? Est-ce qu'on peut comprendre ça? Ils utilisent le même mot pour des concepts complètement différents. La controverse avec les Tadros, je suis allé sur le site, j'ai regardé, puis j'ai bien vu que c'était pas le nouvel ordre mondial comme on l'entendait, comme au sens traditionnel du terme, là. Il parlait plutôt d'une révolution démocratique, où est-ce que la technologie permet aux individus de s'émanciper complètement. Pourquoi je m'entête à faire comprendre ce que les Tadros veulent? Parce qu'on m'a prêté des mauvaises intentions, Hélène. On me dit que je suis... comme si comme si je m'étais fait avoir. On est en soirée, c'est un live tranquille, là. On dit que je me suis fait avoir. Deux, on comprend très mal. Les gens ne comprennent pas pourquoi je suis allé là. Il y a beaucoup de mécompréhension dans toute cette histoire-là. Donc, c'est pour ça que je clarifie. Et puis, on parle aussi d'une lettre que les Tadros ont envoyée à l'ONU en 2018. Puis là, on dit, regarde, Alexis, là, ils font affaire avec l'ONU, etc. Alors, est-ce que vous avez, ceux qui ont publié cette lettre-là que les Tadros ont envoyée à l'ONU, est-ce que vous avez lu la lettre? Parce qu'on on nous met la lettre comme on nous propose la lettre comme une preuve qu'ils sont coupables de quelque chose, mais quand tu lis la lettre, c'est exactement encore une fois le contraire. Alors, ils sont comme sur la ligne de QAnon qui a cité John Perry Barlow, de l'indépendance complète par rapport à Internet. C'est important aussi parce que ça... Il y a des choses qui sont proposées par les Tadros qui vont venir de toute façon avec la technologie. T'sais, ils sont comme... en tout cas... Je veux que les gens comprennent. Je ne veux pas être mal compris, Hélène. C'est ça le truc. Je ne veux pas être mal compris. OK? Donc, c'est ça. La lettre que les Tadros ont envoyée, on va finir ça vite. C'est des petits lives, là. C'est pas... La lettre que les Tadros ont envoyée au directeur, à Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, lui dit, c'est presque comme une mise en demeure. Ils lui disent, cette lettre est pour vous informer que l'Internet a été déclaré zone indépendante de votre pouvoir. Il dit à l'ONU, fuck you, l'Internet est complètement indépendant de votre juridiction, de votre pouvoir, c'est un espace de liberté, etc. Voilà, il dit fuck you à l'ONU. Ils disent fuck you à l'ONU. OK? Parce que je l'explique aussi parce qu'il y a des choses avec lesquelles je suis en accord. Comme ça, je suis en accord avec ça. La liberté sur Internet, l'indépendance sur Internet, et aussi le fait que le citoyen soit lui-même propriétaire de ses données. Si on pourrait avoir comme une carte d'identité avec toutes nos données dedans, qui serait notre propriété au lieu d'avoir toutes nos données gardées par le gouvernement. Là, présentement, toutes vos données sont la propriété du gouvernement. On pourrait avoir toutes, que ce soit dans une puce RFID extérieure, là, dans une carte. On pourrait avoir toutes nos données. On pourrait nous-mêmes être le propriétaire de toutes nos données sans donner nos données au gouvernement. Vous comprenez? Là, le gouvernement, les compagnies peuvent vendre vos données, peuvent faire ce qu'ils veulent avec, etc. Vous n'êtes pas le propriétaire de vos données médicales. Vous l'avez vu, qu'est-ce qu'ils ont fait avec le COVID, avec les données médicales? Oui, je ne suis pas convaincu avec cette vidéo de chiens et des loups. Je m'excuse. Là, en tout cas,
comme on dit, là, en tout cas, je vais terminer ce que je dis. Le gouvernement a vendu, je veux dire, vos données médicales. Là, maintenant, si vous avez le COVID, il y a des applications de traçage. Vos informations se sont rendues sur les cellulaires de tout le monde autour. Vos données, votre état de santé a été rendu public parce que le gouvernement contrôle vos données. Ce que les Tadros disent, c'est que, ben non, le gouvernement ne contrôlera pas nos données. Nous allons être le propriétaire de nos données. Vous n'avez pas le droit sur nos données, hein, etc., etc. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes là-dedans. Je trouve qu'il y a comme plus j'y pense, plus il y a un mauvais procès. Donc, ils disent ça, ils disent au secrétaire général de l'ONU, l'Internet est une zone indépendante, l'ONU n'a rien à faire là, votre pouvoir politique s'arrête ici. Hein? Nous vous envoyons cette lettre parce que c'est comme si on déclare l'Internet comme une zone non territoriale où votre pouvoir, à vous, l'ONU, ne s'applique plus. OK? Alors, etc., etc. Donc, vous voyez un peu... Vous voyez un peu ce que je veux dire. Est-ce que je suis d'accord avec tout ce qu'ils disent? Est-ce que je suis d'accord avec toutes les méthodes? Non. Non. OK? Il y a des idées intéressantes. On pense tout haut. Ils ont des idées intéressantes. Ils arrivent, eux autres, du côté technologique, alors que quand ils vont continuer à réfléchir. Peut-être qu'ils ne sont pas sensibilisés à tout l'aspect religieux de tout ça, parce que je ne l'ai pas vu mentionner nulle part, mais sur la puce RFID et le code barre, il y a le 666. Hein, ça vient avec le 666, le code barre 666. Là, si vous l'avez pas vu, ça se trouve. Je pense qu'ils l'ont changé depuis, mais c'était 666 sur le code barre. Là. Cherchez le code barre 666, vous allez trouver. OK? Donc, c'est ça. Donc, est-ce qu'ils sont au courant de ces ramifications religieuses-là, de ce symbolisme religieux? Probablement pas. Est-ce qu'ils vont continuer à réfléchir? Oui. Est-ce que je me méfie d'eux? Non, pas vraiment. Est-ce que je me suis senti piégé, manipulé? Non, pas vraiment. Je trouve qu'on leur fait un peu un mauvais procès. Est-ce que leurs idées ont évolué en vase clos? Oui. Est-ce qu'ils auraient intérêt à discuter avec les gens pour ajouter de l'eau, mettre un peu d'eau dans leur vin? Oui, etc. Et voilà, donc c'est ça. C'est ce que j'avais à dire là-dessus. OK? Leur nouvel ordre... RFID, ça veut dire Radio Frequency Identification Device. Il y en a partout. Il y en a partout, des puces RFID. Il y en a partout. Notamment, vous les voyez sur vos cartes de crédit, vos cartes bancaires, la carte aux puces, etc. Il y en a partout. Quand on parle d'une implantation, là, c'est comme, c'est que tu deviens, la puce s'identifie avec toi. Donc, tu deviens ta puce et tu es contrôlable quand c'est ça. Okay? Mais les Tadros ont pas, l'ensemble, l'essentiel de tout ce qu'ils proposent, c'est de se débarrasser des contrôleurs politiques, médiatiques, économiques, etc. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Donc, voilà. Regarde, Pierre Rousseau, tu n'as tellement rien compris, j'en reviens même pas que je doive répéter ça. Comprends-tu qu'ils ont tu réécouteras le live, OK? Ils utilisent une expression qui n'a pas le même sens. OK? J'en reviens pas. Après deux clarifications, il y a encore des gens qui disent « Désolé, Alexis, mais il n'y a seulement qu'un ordre mondial, c'est celui des élites, et nous connaissons tous quel est leur agenda. » Donc, si les Tadros essaient de nous vendre quelque chose identifié avec la saveur nouvel ordre mondial, ça, peu importe le lieu, c'est... As-tu lu les Tadros, Pierre? As-tu lu c'est quoi qu'ils proposent? C'est quoi leur agenda politique? Je voulais clarifier les enjeux sur le nouvel ordre mondial. C'est quoi le nouvel ordre mondial? C'est un système féodal de contrôle des populations asservies par la technologie et le système bancaire, le système financier. Les gens qui ne contrôlent pas, qui ont perdu leur libre arbitre, et puis, etc. Alors que de l'autre bord, c'est exactement le contraire. Okay? C'est comme si, par la bande, on m'accusait de ne pas avoir compris. De me faire avoir, puis d'avoir été nono, puis d'embarquer dans le jeu des... OK. Fait que c'était juste ça. Donc, c'était les dernières... je testais le son.
2, je clarifiais la position que ce dont je parlais hier, c'était pas ma position. J'expliquais comment ça se passait dans la tête des Tadros. 3, je suis pas pour une puce RFID implantée, mais des puces RFID, on en utilise toujours avec nos cartes de crédit, nos cartes bancaires. 3, le nouvel ordre mondial des Tadros, c'est exactement l'expression qu'ils ont utilisée, là. C'est exactement le contraire de ce qui est généralement entendu par nouvel ordre mondial. Et les Tadros rejoignent ce que Snowden dise de retrouver la souveraineté, de s'affranchir du contrôle gouvernemental, du contrôle bancaire, du contrôle médiatique. C'est pour ça que je clarifie, parce que ça touche à beaucoup d'éléments. Ils ont essentiellement le même objectif que citoyens au pouvoir, c'est-à-dire enlever le pouvoir des élites, le redonner au peuple. Eux le font par la technologie. Est-ce que certaines de leurs conceptions nous mènent à des impasses? Oui. Et donc, continuons la discussion et aidons-les à réfléchir au lieu de leur lancer des tomates. Et en ce qui me concerne, ils ne sont pas mal intentionnés. Certaines personnes pourront peut-être dire opportunistes, ils essaient de se faire de la publicité, etc. Peut-être, je ne sais pas. Mais voilà. À un moment donné, si on veut que le peuple s'unisse, là, il faut être capable de faire des liens. Il faut être capable premièrement, de passer par-dessus des petites différences, avoir du discernement. C'est ça qui a manqué ici dans toute cette opération Tadros, là. On a sauté, on a vu l'étiquette Nouvel Ordre Mondial, puis on a tout de suite sauté aux conclusions sans faire preuve de discernement, sans aller lire sur le site exactement ce qu'il proposait. Moi, j'ai fait ça. C'est pour ça que j'ai accepté l'invitation. Donc, il faut être capable de tisser des liens avec des personnes qui ne pensent pas comme nous, puis sortir de la boîte d'écho. Tout arrive en même temps, tu sais. Fait que d'après moi, dans 5 ou 6 ans, on va avoir des passeports, des gouvernements décentralisés, des gouvernements digitales. En parlant de ça, regarde, ça fait 21 minutes, là, j'ai une dernière histoire. J'ai une bonne histoire à vous conter. Ça vous tente-tu? Oui, ça vous tente? Ah ouais, j'entends le peuple parler. J'ai une bonne histoire. Il y a 4 ans... ouais, ça vous tente, OK. Il y a 4 ans, j'étais à l'ambassade de l'Estonie. Moi, Pierrick, on s'en va à Ottawa. Je rentre dans mon char, je m'en vais à l'ambassade de l'Estonie qui est à Ottawa. Puis je m'en vais chercher mon passeport, ma citoyenneté de l'Estonie. Ça m'a coûté 300 €. Fait que c'était un test pour moi. C'était une expérience, c'était quelque chose que je voulais découvrir. Comme avoir mon ADN, avoir mon code en 0 et en 1 de mon ADN, je l'ai fait faire, j'ai craché dans une affaire. J'ai aussi commandé une affaire pour checker la structure moléculaire des oignons. Là, tu zappes ça, là, puis ça te donne c'est quoi l'aliment, tu sais. Fait que tu peux zapper une aspirine, puis une chose, là, puis une Tylenol, puis il va te savoir c'est laquelle. C'est de la réfraction. En tout cas, j'ai commandé ça aussi. J'essaye plein d'affaires. Moi, j'essaye toutes les nouvelles choses, toutes les nouvelles drogues, là, tu sais. C'est pas vrai. Le DMT, tu sais. Non, bref. Moi, j'aime ça, découvrir. La curiosité est importante. Bref. Je me suis rendu à l'ambassade de l'Estonie avec Eric. J'ai eu ma citoyenneté estonienne. En revenant d'Ottawa, j'ai fait « Wow, c'était écœurant ». On a eu comme une vision que... Parce que tout se dématérialise avec la technologie. On a commencé par notre musique, par nos films, par nos journaux, par nos médias. Ça dématérialise, puis ça devient dans notre téléphone. C'est plus physique. Puis tout devient... nos taxis, nos hôtels, tout devient dématérialisé. Et là, l'argent est rendu dématérialisé avec l'Interact et tout ça. Mais j'ai eu une vision que les barrières n'existeraient plus. Comme les barrières ont tombé pour les communications, les barrières des pays tomberaient. Parce que tous les barrières sont en train de tomber davantage, de plus en plus, à cause de la technologie. Et de là, moi, Pierrick, on a créé le site Digital World Citizen, qui était une idée sans gouvernement, une décentralisation des pouvoirs. Suite à ça, on a inventé des ambassades digitales. J'ai mis un passeport dans le blockchain du Bitcoin. On s'est associé à une compagnie qui s'appelle World Service Org, avec qui on parle encore. C'est un avocat de Washington qui fait des papiers pour des gens sans nom. Selon les Nations Unies, tu as le droit d'avoir une citoyenneté à n'importe quelle allégeance que tu décides. Peu importe s'ils sont acceptés. On a le droit de créer notre propre pays, on a le droit de créer notre propre
regroupement puis d'être citoyen de ça. Tu comprends? Selon les Nations Unies, mais on sait que les Nations Unies sont gangrénées, fait que on s'en fout de toute façon. Fait qu'on a le droit de créer notre propre pays. Si vous voulez créer votre propre pays en passant, pas compliqué, OK? Je continue avec l'histoire de l'Estonie, mais si tu veux créer ton propre pays, tu vas envahir un territoire, parce qu'il te faut un territoire. Et fait que si t'as pas d'armée pour envahir un territoire, ça va mal, parce que dès que tu veux envahir, mettons, une île, tu dis, hey, l'île, là, m'a l'envahir, m'a créé mon propre pays. Puis si tu veux l'envahir, là, il n'y a pas beaucoup de règles pour avoir un pays, OK? Si tu veux envahir une île, là, puis tu dis, c'est mon île, ben t'es mieux d'avoir des fusils, hein, parce que, tu sais, le pays va dire, mais Christ, tu peux pas avoir ton île dans mon pays, ils vont venir nous arrêter, ils vont envoyer l'armée, tu sais. Bref, il reste plus d'îles à envahir. On peut créer des îles flottantes, comme des navires, ils appellent ça du seasteading. Le seasteading, là, c'est à l'extérieur des côtes des pays, c'est les eaux internationales. Tu peux créer ton pays, là, vu qu'il n'y a plus d'îles à envahir, là, mais tu sais, si tu crées ton propre bateau, par exemple, tu peux créer ta propre nation, ton propre pays. C'est juste qu'il faut qu'il y ait des gens qui y habitent de façon permanente. Après ça, il faut que tu te fasses accepter par l'ONU et il faut que tu te fasses accepter par l'autre pays comme étant un nouveau pays. C'est ça les étapes pour avoir un pays. T'sais, moi, j'y ai pensé, là. Je vous niaise pas, j'y ai pensé. Mais il y a des gens qui se penchent là-dessus, le seasteading. Peter Thiel, entre autres, qui est le fondateur de Facebook, un des fondateurs de Facebook, investisseur. En tout cas, les gens futuristes comme moi, là, on pense à ça. Comment créer ta propre bébelle? Là, maintenant, on peut créer notre propre monnaie. Il te reste juste à créer 2-3 autres affaires, puis ton propre pays, ta propre législation. Moi, je ferais une démocratie directe. Si j'avais mon propre pays, avec le téléphone, ma propre crypto-monnaie, il reste juste la poste, l'approvisionnement en eau, peu importe. Bref. Fait que ça s'appelle du seasteading. Si vous voulez créer votre propre nation, vous pouvez. Après ça, c'est de vous faire accepter par les autres pays, de vous faire accepter par les Nations Unies. De toute façon, on sait que c'est de la bullshit, les Nations Unies, mais c'est pas grave. Fait que je pense que tout est là pour créer des nouvelles sociétés. En tout cas, fait que moi, je savais que, pour continuer avec mon histoire, gros U-turn, je savais que que les frontières allaient tomber, puis j'ai commencé à chercher sur Internet citoyen digital, tu sais, digital citizen, puis j'ai tombé sur un gars qui s'appelle Tim Draper. Hey, on va buster 26 minutes. Tim Draper, c'est un venture capitalist, un investisseur, c'est un milliardaire. J'ai écrit, j'ai laissé un message. Après 2-3 fois, il m'a ignoré en passant. J'ai lu son livre, je l'ai talonné. Il m'a dit, OK, je vais te parler. Mais Tim Draper, là, il a investi juste quelques succès. Hotmail, Skype, Tesla, Coinbase. C'est lui qui fait partie de toutes les grandes révolutions technologiques. Il était là au début de l'Internet. Il a quasiment investi dans Google. Il a manqué sa shot. Il les a refusés parce qu'il y avait d'autres search engines. Je pense qu'il ne veut plus manquer sa shot, mais c'est vraiment un gars qui pense à la technologie autrement. C'est un Bitcoin maximaliste, un gars qui sait que Bitcoin va tout changer. En tout cas, je l'ai approché, on s'est parlé. Il m'a donné un rendez-vous sur Skype. Puis, après avoir discuté avec Tim, il m'a dit, il y a 4 ans de ça, il m'a dit, si tu veux, ton idée est bonne. Nous, c'est une idée plutôt idéologique, créative, de rassembler les gens sous une citoyenneté digitale. Puis, mais il m'a écouté longtemps, là, on a parlé longtemps. Puis il a dit, si tu veux, la seule façon que ça va arriver, ton idée, c'est que si tu étudies la crypto-monnaie. Fait que ça fait 4 ans que j'étudie la crypto-monnaie. Puis j'ai dit, en lançant des idées, j'ai dit, on devrait vendre ça au gouvernement. Puis il a ri de moi parce que les gouvernements n'adoptent rien comme d'avance. Ils sont lents, ils sont stupides souvent technologiquement. C'est par les masses qu'on change le monde. Lui est très habitué à ça. Il y a eu l'adoption de plein d'affaires qui commencent par les masses, puis c'est comme ça que tu changes les sociétés. Fait qu'il m'a dit, non, oublie ça, là, tu peux pas vendre rien au gouvernement. Faut créer quelque chose que les masses vont adopter. Et lui, il est dans ça à tous les jours. Il se fait pitcher des projets de crypto-monnaie, des projets de governance, de gouvernance qui vont changer le futur à tous les jours. Il a investi dans Tezos. Tezos, qui est une crypto-monnaie qui va changer les gouvernements. D'ailleurs, tout le domaine de la crypto-monnaie se concentre sur transformer la gouvernance. On s'en va là, les gouvernements sont morts.
sont déjà morts, puis vous le savez même pas. En tout cas, depuis ce temps-là, je suis en communication avec Tim Draper. Je dirais que j'y parle tous les 2-3 mois, des fois plus, des fois moins. J'ai pitché, fait des pitchs, j'ai fait pour des ambassades digitales, pour notre passeport décentralisé. Bonjour tout le monde, bienvenue. Aujourd'hui, on va parler des sociétés secrètes, on va parler des médias et on va parler de quels secrets exactement la haute essaye de nous cacher. Tout de suite après ça. En regardant la réaction en face, on sait que les choses sont en train de changer. Et moi, il y a des personnes qui me contactent en coulisses. Là. On sait que ça bouge, puis il y en a beaucoup qui sont sa clôture, puis que ça prend juste que le gouvernement serre la vis encore un petit peu, qu'ils rentrent dans les maisons, qu'ils fassent chier un petit peu plus pour que beaucoup de personnes, même des personnalités publiques, sortent. Moi, je répète à toutes les personnes qui sont très activistes, ceux de la résistance, à tous les jours, on doit le faire avec pacifique, harmonie, de ne pas se laisser prendre dans le jeu. Encore, je pense que c'est la 10e manifestation, il n'y a pas eu une bébelle qui est arrivée, il n'y a personne qui s'est fait arrêter à ce que je sache. C'est incroyable quand même. Oui, c'est ça. Sauf que je dois rappeler que je pense que lors de la manifestation du 8 août, il y a des casseurs qui ont été identifiés et qui ont été sortis. Parce qu'ils font ça des fois, hein. Ils infiltrent une manifestation, ils font de la casse, les médias vont là-dessus, puis ça passe sur le dos. On se dissocie totalement de toute casse, on est un mouvement pacifique. Oui, excellent. C'est tout en notre honneur, puis à date, ça marche super bien, puis tu participes beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, on est live ici à la manifestation le 12 septembre. Alex Cossette vient de faire une présentation. Comment va ta tournée rock'n'roll? Ma tournée rock'n'roll, on fait les manifestations des fins de semaine, ça va bien, les gens sont heureux. Excellent. Moi, je vois ça un peu comme tout le monde vient nous voir, tout ça, mais on a accompli quand même quelque chose de beau aujourd'hui, beaucoup de monde aujourd'hui. Il y a des dizaines de milliers de personnes, pas juste des dizaines de personnes, comme ils vont dire dans les médias, des dizaines de milliers de personnes. Et les gens, c'est 50 000, là, ça déferlait sur presque 2 kilomètres en ville. Moi, j'ai senti un peu de pression. Tania Sayad, qui chantait ça n'a pas fait peur à personne. Moi, ça m'a fait peur. Ah ouais? Est-ce que tu sens de plus changer un peu? On a juste, pour savoir que les choses changent, on a juste à regarder la réaction en face. Ils sont terrifiés. Et on regarde la réaction, puis ils paniquent, puis ils se rendent compte que c'est en train de faire boule de neige. Que le virus n'ait pas été isolé, qui n'a pas été enregistré à l'OMS, qui n'a pas été enregistré à Santé Canada, est une preuve flagrante selon les scientifiques qu'on consulte, qui nous ont consultés. Justement, on a des gens qui nous approchent et qui nous parlent, qui travaillent au gouvernement du Canada pour dire que c'est une fraude. Ces gens-là vont sortir bientôt pour vous démontrer dans le fond qu'il ne peut pas y avoir de vaccin si un virus n'est pas enregistré. Donc, quand ils nous parlent de vaccin et même de tests sur le COVID, ben, c'est de la bullshit. Est-ce qu'on peut sortir Legault sans une élection? Ben, je pense qu'on peut sortir Legault si on est 300 000 autour du Parlement, qu'on lui dit que c'est assez et qu'on copie le modèle islandais. Parce que Legault, je vous le dis, c'est quelqu'un qui fraude le système. Okay? En sachant très bien que le virus n'est pas isolé, il embarque dans la fraude de l'OMS, il suit comme un petit chien de poche les recommandations de l'OMS. Et c'est la raison pour laquelle c'est assez. Les gens se réveillent un peu partout sur la planète. Les gens se mobilisent, font des actions juridiques, font des relais de l'information, font des vidéos de l'information. Le vrai boss, c'est toi l'humain, c'est toi le peuple. Donc, faut que tu en sois conscient. C'est pas des représentants carriéristes qui sont même pas capables de nous donner des routes qui ont de l'allure, qui peuvent nous conseiller sur la santé publique. Okay? Donc, on est fiers du mouvement québécois. Je pense que ça peut être considéré comme un modèle à reproduire un peu partout.
Et ce qui est intéressant de ce mouvement-là, c'est que des gens qui ont des forces complémentaires travaillent chacun de leur côté, mais en concertation, en synergie. C'est ça qui fait la force. On a des comptables, on a des gens avec des doctorats, on a toutes sortes de monde qui travaillent dans le mouvement. Et ça donne un beau résultat pour le Québec, et même qu'on inspire les Canadiens anglais qui, de façon surprenante, je croyais, allaient se mobiliser, mais ça se mobilise moins qu'au Québec. Donc, ils viennent présentement au Québec pour voir comment on fonctionne afin de reproduire le modèle partout au Canada. Et puis, s'ils veulent nous mettre dans des paniers à salade aujourd'hui, vraiment, ils mettent de la force, là. Tu dis quoi à toi, ça? Non, ce que je dis, c'est qu'il faut toujours rester pacifique. On va se mobiliser encore plus. Et écoutez, là, on est prêt à aller jusqu'au bout là-dedans. Je vais vous dire quelque chose. Si jamais les gens, si on abuse physiquement des gens, nous, ce qu'on dit aux policiers, n'oubliez pas qu'on est des frères et sœurs. Vous n'avez pas à toucher à vos frères et sœurs dans un contexte de fraude. Et vous le savez qu'on est en contexte de fraude, puisque vos femmes nous écrivent. C'est drôle, c'est la façon dont les policiers nous parlent. Via leur femme, ils disent « Mon mari est policier, il est avec vous quand il n'est pas en uniforme ». Donc on sait qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent dans les forces, au niveau de l'armée et au niveau de la police, qui sont derrière nous. OK? Donc l'important, c'est de cesser de travailler pour le chèque de paie et d'être conscient qu'à un moment donné, quand le peuple va en avoir le ras-le-bol, OK, que ça va se terminer. Moi, je trouve, Stéphane, bravo pour tes efforts jusqu'à date. Tu rallies les gens, c'est super, félicitations. On ne pas lâcher, qui nous représentent. On va jusqu'au bout. Ce que je veux dire à la population aussi, c'est soyez patients. Ils ont bâti un subterfuge depuis des décennies pour nous asservir. Et aujourd'hui, les gens se réveillent, donc ça fait longtemps qu'ils bâtissent un système qui ont leurs ramifications. Okay? Et aujourd'hui, on s'en rend compte. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas avoir une victoire du jour au lendemain, mais il faut se bâtir une stratégie pour les battre. Puis la meilleure des stratégies, c'est la mobilisation. Et au pire, c'est la désobéissance civile ciblée et concertée. Alors ça, on lance le message. Si jamais vous resserrez la vis, les citoyens vont répondre par des actes de désobéissance civile pacifique. Mais on va être concertés. Sachez quelque chose, c'est qu'on va être concertés. Les gens se lèvent, les artistes se lèvent. On a Réal Bélan, on a Marc Labrèche qui se lève. On commence à se réveiller, mais ça a pris autant de temps. C'est du domaine J'ai un médical. commentaire là-dessus. C'est du domaine médical. Ouais, je dirais plutôt que ça décongèle. Okay. Décongèle, ça veut dire que c'est encore pas mal gelé. Mais on est fair play en leur donnant un petit peu de crédit. Mais c'est rien par rapport aux gens qui mettent leur emploi à risque. Si je prends par exemple l'infirmière dans la merveilleuse vidéo Covidence qui a décidé d'écouter ses convictions et de perdre son titre professionnel pour parler au public. Alors cette dame-là, je la salue. Alors ça prend plus que des petites thématiques à la Marc Labrèche là, pour me faire dire que les artistes sont en train de parler. Moi, je pense que les artistes, là, vous devriez avoir honte de ce que vous faites présentement, puis de vivre ces subventions, puis de penser qu'on va continuer à écouter vos émissions de merde. Okay? Moi, je veux dire, là, aux gens, boycotter la télévision, écoutez plus les artistes, ils vont se ramasser pas de job. C'est bien correct que vous n'avez pas de job. Puis en passant, si je regarde le Journal de Montréal qui coupe 15 postes de journalistes, on vous avait averti les journalistes. Moi, je l'avertis tous les jours. On vous a averti les journalistes que ces gens-là, ils servent de vous autres comme des marionnettes. Vous faites les marionnettes, après ça, ils vous calissent dehors. On vous remplace déjà! OK, ils vous remplacent, ils n'en ont rien à foutre de vous autres. Même si vous faites les pires pirouettes, ils se foutent de vous autres, vous n'êtes pas dans leur gang, vous n'êtes pas des milliardaires, vous êtes des larbins. Alors, comprenez le message. Comprenez le message, on vous l'a dit. On vous l'a dit, ils vont vous sacrer dehors, ils n'en ont rien à foutre de vous autres. Stéphane Blais, un excellent militant de la résistance. Merci, mon ami. Merci. Victoire! On est là ici le 12 septembre à la manifestation de Montréal avec la manifestation historique Le seulement là, on est aussi de ne pas brasser des journalistes, s'il vous plaît. Je vais essayer. C'est sûr. Mais là, t'as ta copine. Oui, c'est ça. Non, voyons. Ben oui. Tu t'es fait toute une réputation de personne. Énormément d'énergie. Très beau monde, des gens
celle-ci. Je vais vous dire la vérité, moi, je suis toujours un peu, je sais pas, je suis pas capable. Parler. Tu sens qu'il y a un changement dans les gens, comment ils réagissent? Moi, je suis peut-être pas un bon, je sais pas si je suis un bon baromètre. Moi, je sais que les choses, en tout cas, sont exposées. On voit, les gens se révèlent. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui étaient à l'aise avec le fait qu'on peut enfermer des gens comme ça. Le simple fait qu'ils auraient testé positif sans avoir de symptômes. Je suis très, très perturbée par ça. C'est perturbant. Si le gouvernement serre la vis encore plus, comment tu vas réagir? Qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Ben moi, je pense déjà qu'il faut... Moi, je t'en vais au front, là, puis je me cache derrière toi. Exactement. Je me cache. Je suis habituée. Non, ben écoute, moi, je pense que déjà, il faut éventuellement... il faut complètement se désolidariser du gouvernement. Si tu peux lire entre les lignes, tant mieux. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, tu peux les vivre à la corruption, tu peux les vivre à ça ne dérange pas que les gens pensent que ce n'est pas une dictature. Rester dans notre communauté, on vous offre un monde plein de bulles en plastique, dans nos petits cubicules. Si c'est ça que vous voulez, c'est ça une vie pour vous. C'est bon. Les gens ont peur d'avoir des mauvais commentaires, de se faire critiquer. Moi, je répète à tout le monde que je rencontre les activistes très présents. On le fait dans l'harmonie, on continue. Il n'y a pas eu de grabus, il n'y a pas eu de personnes qui ont été arrêtées. On n'a rien brisé. C'est super bon. Mais de toute façon, le cas, c'est pas nous qui sévissons. Même François Legault l'a dit cette semaine. On va sévir contre ses citoyens. C'est eux qui continuent. C'est eux qui sévissent. C'est eux qui vont trop loin. Moi, je vivais ma petite vie. Je suis assez bien dans une société. J'ai pas besoin de... Mais, désolée, je ne veux pas cette fois. D'avoir des mauvais commentaires, c'est évident qu'à partir du moment où on choisit l'on a, mais forcément, on élimine une autre voie, c'est-à-dire qu'un choix, on ne peut pas vivre une vie complètement étonnante, on a choisi. Choisir la vérité, pour choisir, et il va y avoir choisir, sinon t'es comme... En tout cas, tu es super bonne avec tes paroles, tu soulèves les gens, tu restes continuons à rester pacifique. Je te donne la permission d'accrocher les journalistes. Mais jamais de la vie, jamais de la vie. La violence, elle est ailleurs. Ben, je sais très bien que tu... Là, je te trouve pas. Ah, ben écoute. Non, mais c'est la vérité que je ne suis pas toute seule. Puis moi, j'aime pas qu'on méprise les gens que je sais qui ont des valeurs formidables. Donc, quand on méprise les gens, moi, je suis la mascotte, je suis le youpi du mouvement, mais c'est les autres, c'est les gens qui méprisent. Ça, je ne le veux pas. Tu fais vraiment bien ça, merci pour ta présence avec tout le monde. Oui, complètement. On fait-tu la paix? Oui, la paix. Il n'y a jamais eu pas de paix. Merci beaucoup. Félicitations. Merci. Est-ce que tu sens un petit changement dans l'application en général? Évidemment, parce que depuis la première manifestation jusqu'à celle qu'on vit aujourd'hui, on voit que la foule de plus en plus se mobilise. Et peut-être que c'est rattaché aussi avec le retour à l'école. Le fait que les parents vivent l'oppression de ce qu'on fait subir à leurs enfants, ça les touche plus maintenant et on voit vraiment une mobilisation qui se met en place. C'est vraiment génial de voir ça. Moi, j'ai senti un peu de pression au début. J'ai vu des paniers à salade. Je sentais que c'était un peu fébrile. Est-ce que tu sens que les policiers sont encore de notre bord ou ils pourraient faire des arrestations et nous empêcher de parler? Mais en tout cas, tant qu'ils nous laissent manifester librement comme ils le font, je peux dire qu'ils sont de notre bord. Ouais. Et on a encore cette liberté-là de pouvoir s'exprimer ici. Donc, c'est vraiment bien de voir la foule qui s'est mobilisée pour venir s'exprimer aujourd'hui. C'est tout en leur honneur, les petits, mais c'est tout en notre honneur aussi de promouvoir des manifestations pacifiques dans l'harmonie, sans débordement. Je pense que c'est très bien. Merci. Je le répète à tous les activistes que je vois. Merci pour mon travail. Merci beaucoup. Lâche pas la bataille. C'est bon, merci aussi.
Merci. Merci, ça continue. Excellent, merci. Et pour moi, c'est ça qui va nous faire gagner. Ce ne sont pas les démarches juridiques, ce ne sont pas les démarches violentes non plus, ce sont vraiment les démarches pacifiques comme aujourd'hui, ensoleillées en plus. Et plus on restera pacifique et digne face à cette indignité et cette illégitimité, plus nous aurons des chances de gagner. Ça, c'est mon message aujourd'hui. Oui, t'as souvent des beaux messages, simples, efficaces. Tu parles beaucoup de notre rapport avec l'autorité, que j'adore. Et ils ont dit qu'elle allait punir les récalcitrants qui portent pas de masque. Qu'est-ce que tu penses de ça? Parce que toi, j'ai entendu dire vraiment que tu t'obéis, pas que tu t'obéis pas, mais tu vas juste dire non. Comment tu trouves le message du gouvernement aujourd'hui? C'est un message qui joue sur la culpabilité, c'est un message qui joue sur l'intimidation et je trouve extrêmement pervers que l'on nous parle de récalcitrants alors qu'en fait ce sont simplement des êtres humains qui ont compris qu'ils avaient le droit et le devoir de proclamer leur intégrité et simplement leur dignité. Et donc traiter ces gens qui revendiquent leur dignité, leur intégrité comme étant des récalcitrants, pratiquement des criminels finalement, je trouve ça extrêmement pervers. Jean-Jacques, je prends 2 secondes pour montrer la caméra en arrière, Jacques. Monte à fond. Ça bouge, hein? Ah, c'est beau. C'est vraiment beau. Je te trouve hyper articulé, Jean-Jacques. Puis j'adore ton message, super unificateur aussi. Continue, je pense que tu éveilles beaucoup de gens. Je pense que Québec est une place où on va aider, on est des éveilleurs. Puis c'est vrai que tu as coupé ta chaîne YouTube. Alors oui, c'est vrai qu'ils m'ont coupé ma chaîne YouTube le 30 juillet. J'avais 230 000 abonnés, j'avais 13 millions et demi de vues rien que pour la période Covid. Et ils ont coupé ma chaîne YouTube parce que je dirais que les vrais visages sont en train de se mettre au jour. J'étais trop influent. J'étais trop influent, je dérangeais trop. Et depuis lors, j'ai pris les dispositions qui étaient nécessaires, c'est-à-dire de créer une plateforme qui ne sera pas censurée, une plateforme qui est libre et qui a pour vocation d'accueillir beaucoup d'autres lanceurs d'alerte dans les prochaines semaines. Ces vidéos sont partagées par milliers, centaines de milliers, puis c'est des gens qui partagent pour toi encore. Puis je trouve que ça représente bien l'époque où on est, c'est qu'ils sont pas capables de nous faire à cause de l'Internet. Puis je pense que c'est ça qu'on peut pas comparer cette époque-là à aucune autre époque. Puis ton message est à point, puis merci pour ton travail. Et merci d'être là aussi nombreux, vraiment. Et surtout, ne lâchez pas parce qu'ils ne passeront pas. Ça, c'est évident. Je pense qu'ils ont déjà perdu la bataille de l'information. Certains journalistes commencent à se rendre compte qu'ils doivent changer de discours s'ils ne veulent pas être bannis de la société et montrés du doigt jusqu'à la fin de leur vie pour avoir collaboré à cette opération de terrorisme intellectuel. Ça sera un passage obligé, selon moi. Ils vont perdre toute crédibilité, ils vont perdre toute leur vie. Puis grâce à des gens comme toi. Mais en tout cas, comme nous. Merci. Merci à tout le monde. Woo! Merci d'être là, tout le monde! Yeah! Woo! Personne, aucune idée. On est plus que la dernière fois, le 8 août. Donc, c'est oui, ça bouge. Ici, t'es comme un peu une star. Ouais, mais j'ai du fun, c'est correct. On s'amuse, c'est gros, mais je suis encore dans la paix, comme tu as dit cette semaine. La paix, l'harmonie. J'ai senti, moi, la police, c'est un petit peu plus. Moi, je sentais un peu plus de fébrilité. Moi, j'ai l'impression qu'ils ont peut-être plus eu des avertissements des antifas. Pour les antifas, je sais que j'ai vu une couple d'affaires passer là-dessus cette semaine, puis d'après moi, il y a plus de présence policière due à ça. À cause de ça. Oui, puis j'ai pas senti de tension. Pas à cause de nous. Non, je pense pas. J'ai vu des camions à salade, là. Ouais, mais tu sais, oui, mais on est dans la campagne de peur aussi. Ouais. Donc, ça se peut. Oui, mais ça se peut qu'ils mettent des camions blindés un peu partout pour faire peur. Pas peur. Ouais, mais moi, je suis pas. Ça va être cool. Ouais, c'est ça. Je suis content de te voir ici, là, c'est vrai. Ah oui, c'est ça. Lâche pas toi non plus, là. Ah oui, bon job. Je veux juste savoir que dans le rayon de 5 km,
Il y a Brassin qui s'est sacrifié sur Harbour Park. Maintenant, toi, moi, Éric Daoud, j'ai vu un autre encore. Ah oui, puis il y a plein de filles aussi. Là. Il y a plein de filles qui sont complètement. Je veux dire, c'est comme si Saint-Hilaire, Harbour Park, c'est une gang de complotistes. Moi, je te dis, c'est quoi? C'est la montagne. Oui, ça doit être ça. Ah, Richard, c'est Richard Gled. Si tu viens de Richard Gled et les UFO, d'après moi, c'est ça. Richard. Oui. C'est bon. Ouais, merci, Dan. Cool. Je crois que ce qui l'a vraiment énervé, c'est l'article sur Clarion Capital. C'est la société de fonds spéculatifs qu'il dirigeait et qui a perdu 90% de sa valeur. Même en étant sympa, c'est un résultat qu'on ne peut que qualifier de lamentable. La Silicon Valley a une autorité et un pouvoir immense sur nos vies. Et on ne s'en rend quasiment pas compte. Les milliardaires de la Silicon Valley, qui se sont enrichis grâce à ces monopoles, ont à présent beaucoup plus de pouvoir que l'industrie des médias, qui est fragmentée et qui a perdu sa source de revenus la plus fiable, à savoir les petites annonces, à cause d'Internet, justement. Oui, on critiquait la Silicon Valley. Et oui, c'est vrai, on lui était nuisible. Et si on était nuisible à la Silicon Valley, c'est parce qu'on disait la vérité à son sujet. Peter Thiel a pas mal d'idées excentriques. Il a créé une bourse d'études, la Thiel Fellowship. Il offre $100 000 à des jeunes pour qu'ils arrêtent leurs études et se lancent dans un projet d'entrepreneur. The idea behind it is that the US needs to do something to get its innovation engine started again. Il est pour le seasteading, qu'il décrit comme des îles indépendantes de toute ingérence gouvernementale. Il a fondé une organisation qui s'appelle le Seasteading Institute. L'idée est de créer une société en mer qui échapperait aux lois. C'est un genre de fantasme libertaire dans l'esprit de la philosophie d'Ayn Rand. There's so much insane bureaucracy and policies and things that have been built up over decades and decades, worse and worse misgovernment, that if you could actually find a place to do things anew, we all think you could do it so much better. Il a d'autres idées encore plus excentriques. Il soutient notamment des recherches qui essaient de déterminer si le fait de se faire transfuser du sang de jeunes gens pourrait nous rallonger la vie. Il a dépensé environ $10 000 pour financer James O'Keefe, le type à l'origine des vidéos sur l'association Econ. Il semble avoir des opinions très excentriques, qui tendent à critiquer la démocratie et qui sont favorables à l'idée d'un homme tout-puissant, capable de mener l'humanité à la gloire. Il a coécrit un livre sur la diversité dont le contenu est incendiaire et provocateur. The reason we have racial tensions in our society, the reason we have other kinds of tensions, is not because there is a problem with racism and other forms of repression, but because people are looking for these things too much. If you are dealing with a multicultural educator who is looking for racism everywhere and who's finding racism everywhere, then I think one of the things you might do is you might just stay clear of that person. Il a écrit que le droit de vote des femmes représentait une difficulté notoire pour les libertaires. He thinks democracy is outmoded and inappropriate, particularly since women got the right to vote. Il s'est aussi fortement investi dans l'entreprise Palantir, dont le modus operandi consiste à collecter des informations sur les gens. Palantir est une entreprise qui analyse des données. Son nom vient du Seigneur des Anneaux. C'est une sorte de boule de cristal. Si vous regardez dans cette pierre clairvoyante, vous pouvez observer des personnes et des événements à distance. Ils ont reçu un investissement de la part d'InQtel, la branche de la CIA spécialisée dans le capital risque. Ils sont donc étroitement liés au système de sécurité nationale. Et quand la page du monopole des casinos a été tournée et qu'ils ont décidé d'accorder des licences à de nouveaux propriétaires, Adelson en a ouvert un. Et il a eu du succès. Sa fortune personnelle a tout de suite dépassé celle d'autres milliardaires. Sheldon s'est aperçu que plus il gagnait d'argent, plus l'establishment républicain l'adorait. Il est devenu absolument charmant aux yeux de tous les candidats à la présidentielle. Il avait un compte en banque inépuisable et toute personne qui gagnait ses faveurs était sûre de pouvoir en tirer un profit politique.
La famille Adelson a donc commencé à occuper le devant de la scène médiatique. On se demandait qui va aller lui faire le baise-main cette semaine. Las Vegas est devenu une sorte de centre politique. Sheldon avait déjà manifesté de l'intérêt pour l'achat du journal. Il avait les poches bien remplies et il avait des contacts sur place. C'était un suspect évident. On a posé la question plusieurs fois, mais ils nous ont toujours dissuadés. Ils nous disaient que non, Adelson n'était pas sur la liste. Good evening. I'm Peter Thiel. I build companies and I support people who are building new things, from social networks to rocket ships. I'm not a politician, but neither is Donald Trump. He is a builder, and it's time to rebuild America. Donald Trump, qui bien entendu est soutenu par Peter Thiel, souhaite réformer les lois sur la diffamation pour faciliter les procès contre les journaux. The USA Today a publié un article très important sur les 3500 procès dans lesquels Trump avait été impliqué. I think the media is among the most dishonest groups of people I've ever met. Donald Trump, Peter Thiel et d'autres milliardaires essaient d'ébranler la presse, le premier amendement et la liberté d'expression. Je crois que le point commun entre Peter Thiel, la famille Adelson et Trump, c'est que ce sont tous des milliardaires qui affirment « la vérité ne peut pas nous atteindre ». Les faits ne peuvent pas nous affecter. Et peu importe ce que vous dites ou ce que fait la presse, nous sommes plus puissants que la vérité. Fox News Decision Desk has called Pennsylvania for Donald Trump. This means that Donald Trump will be the 45th president of the United States. CNN can report that Hillary Clinton has called Donald Trump to concede the race. Donald Trump presents. Avec Donald Trump, les citoyens américains se retrouvent dans une situation particulièrement difficile. Et il y a beaucoup de choses à son sujet qui devraient vraiment nous inquiéter. Par exemple, son manque de transparence. Peter Thiel, the Silicon Valley venture capitalist and investor, one of the early Trump supporters, went to visit the president-elect. He's been so terrific and so outstanding. He got just about the biggest applause at the Republican National Convention. He's ahead of the curve. And I want to thank him. He has a very special guy. What will his children say to him? On ne peut pas prédire ce que lui diront ses enfants. Jusqu'où est-il prêt à aller dans la répression, car il n'y a pas d'autre mot, pour punir les entités qui l'horripilent. If a President Trump were to come after a journalist the way the candidate Trump came after me, I think it could be potentially dangerous. Sans une application rigoureuse du premier amendement, nous courons le véritable risque de vivre dans un État répressif. De vivre dans un pays dirigé par un président qui pense bien agir. C'est ce qu'ils pensent tous. Qui pense que ses détracteurs font du tort au pays. C'est ce qu'ils pensent tous. Et qui peut limiter les capacités de la presse et sa volonté de révéler, de critiquer, etc. Il est tout à fait possible que le président éprouve suffisamment de ressentiment, de colère et de désir de vengeance pour essayer de prendre des mesures qui lui semblent légitimes afin de punir les personnes qui l'ont offensé. On parle de l'institution la plus importante, la plus puissante au monde, à savoir la branche exécutive du gouvernement des États-Unis.